Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes peut-être étonnés, si vous nous écoutez ce mercredi, d'entendre le générique de nos émissions mises en ligne d'habitude le dimanche, celle de l'analyse politique nationale et internationale, mais c'est que nous vous proposons aujourd'hui, comme je vous l'ai annoncé, la deuxième partie de ma conversation avec Alexandre Gady sur Paris. C'est donc la suite de ce que vous avez écouté dimanche dernier, mais à partir de la semaine prochaine, nous reprenons bien sûr le mercredi notre série Si c'est pour la culture, on a déjà donné avec les différents badas, et notamment il y aura un bada avec Aymar du Châtenay à propos de René Goscinny, à qui l'Institut de France rend hommage ce 14 mars. Donc à bientôt pour la reprise de nos badas, et en attendant, place à la conversation avec Alexandre Gady. C'est de Paris que nous avons parlé dans notre premier entretien, en partant du XIIe siècle et en arrivant à Haussmann. Nous nous étions arrêtés alors que Alexandre Gady avait remis Haussmann à ce qu'il estimait être sa juste place, c'est-à-dire place beaucoup moins importante que ce que la légende lui a accordé. Alors, d'abord, dans cette période-là, est-ce qu'il y a des oubliés dus à, vous en avez déjà évoqué quelques-uns, mais dus à l'excès de gloire de Haussmann? Alors effectivement, il y a cette équipe autour de Napoléon III. Je parlais du comte Siméon pour les embellissements, je parlais de Persigny pour la méthode. Il y a des personnages assez attachants qui ont écrit un dictionnaire historique et administratif des rues de Paris, qui est l'ancêtre de celui que Jacques Hilleret plus tard commettra aux éditions de Minuit, qui sont les frères Lazare, Félix et Louis Lazare, qui étaient deux... alors ils appartiennent plutôt politiquement à l'équipe précédente. Ce sont des orléanistes qui trouvaient que Louis-Philippe, c'était pas si mal, mais qui, pour l'un d'entre eux, travaille dans l'administration, justement tout près d'Haussmann, et l'autre dirige une publication, la Revue municipale, qui est, comme dans les années 30-40, une espèce d'organe qui donne énormément à voir de projets, d'articles sur la capitale. Donc, à l'occasion des travaux lancé par Napoléon III, ils rendent compte, ils donnent la parole à des gens qui disent, voilà, peut-être il aurait fallu faire un tracé un peu différent, il est important de relier tel quartier à tel autre pour les raisons liées au commerce, voilà. Donc une espèce comme ça de revue extraordinairement riche, qui est aujourd'hui une source tout à fait fantastique, et qui, à partir du moment où le Second Empire se rigidifie et Haussmann ne supporte pas la moindre remarque, se trouve un peu en difficulté. Donc pour tourner la censure, la revue municipale va faire une chose merveilleuse, va produire de faux textes historiques pour critiquer Napoléon III et Haussmann, mais évidemment, pour ne pas le dire, et s'exposer aux foudres de la censure, qui est assez sérieuse sous le Second Empire. Alors, une des célèbres trouvailles, c'est par exemple une lettre d'Henri IV qui est écrite à Sully. Et, attention, quand on fait des grands travaux, il ne faut pas séparer les dodus des maigres. Alors évidemment, là, on voit poindre le système d'exclusion des pauvres du centre de Paris. Haussmann est l'auteur d'une phrase qui est peu connue, mais il écrit « Je souhaite qu'il n'y ait plus un ouvrier et un pauvre dans Paris ». Voilà, c'est une phrase terrible quand même. Et donc... le percement provoque l'augmentation des prix des terrains, les beaux immeubles en pierre qui sont recommandés par l'administration. L'administration va assez loin dans la caporalisation de l'architecture, puisqu'elle glisse dans les actes de vente des terrains viabilisés, des consignes architecturales sur les matériaux, les décors. Si vous avez envie de faire une façade en plâtre toute plate, ça, c'est pas autorisé. Alors, en fait, c'est une violation de la loi, mais enfin, bon, tout le monde obéit, et donc, c'est aussi ce qui explique l'homogénéité des avenues haussmanniennes, parce que tout le monde suit une règle, en fait, qui vient d'au-dessus. Alors, la revue municipale, comme ça, fait des petits coups d'épingle à travers des textes historiques inventés. Jusqu'au jour où, par malheur, un membre de l'Institut très honorable, qui édite la correspondance d'Henri IV, veut voir l'original de la lettre des dodus et des maigres, et naturellement met au jour le poteau rose. Et donc, la revue est supprimée. On rigole pas avec ça. Voilà. Donc, il y a une censure qui se termine mal. Voilà. Ça, c'est des figures très attachantes de cette période qui ont un peu disparu. Elles sont revenues récemment. On a republié le dictionnaire. Michel Fleury s'en était d'ailleurs à l'époque inquiété. Il y avait encore une famille avec des héritiers, des archives. Donc,
ça fait partie de tout ce petit monde qui a été plongé dans l'ombre de la statue du commandeur dont on parlait la dernière fois. À l'époque qui suit celle d'Haussmann, celle dont vous venez de parler, quand on construit, quand le plan d'Haussmann est finalement mis en œuvre, puisque lui-même a dû s'arrêter, c'est dans beaucoup de capitales, et pas seulement européennes, l'époque où on creuse des métros. Et à Paris, non. Haussmann est très peu convaincu par ça. C'est toujours un homme qui est très tourné vers le passé. Il est très fasciné par Colbert, les grands percements, tout ce qui est hérité de la Renaissance. Donc le métro, on rate le coche. Les Anglais vont tirer les premiers. Il faut dire quand même que les Anglais, si vous regardez l'historiographie, les Anglais ont été quand même assez piqués de ce qui se passe à Paris sous Napoléon III. Et là, ils ont pris conscience que Londres était un petit peu en retard. Donc les travaux de Napoléon III ont beaucoup stimulé dans l'histoire urbaine européenne, d'autres capitales, dont nos amis anglais. Mais les amis anglais, comme toujours, ils sont un peu plus malins que nous, donc ils ont un métro tout de suite. Très tôt, nous, on patauge pas mal, mais il faut reconnaître que le métro est rendu possible aussi parce qu'on va passer sous les voies tracées, puisque c'est plus simple de décaisser une rue que de passer sous un quartier en profondeur. Et donc le métro, et là on a une couverture photographique très spectaculaire, va être construit effectivement à partir de 1898-19 dans la perspective de l'exposition universelle. C'est la fameuse ligne 1, porte de Vincennes, porte Maillot, qui a été étendue depuis, puisque les métros parisiens, dans une bonne tradition d'hyper-centralisation, s'arrêtent pile aux portes de Paris. Pas question de desservir de l'autre côté de ce qui deviendra le périphérique, c'est-à-dire de la limite de l'enceinte. Et donc le métro parisien change l'histoire de la ville parce qu'il rend possible la survie de l'haussmannisme. On s'aperçoit très tôt que les avenues haussmanniennes, qui sont assez belles, avec leurs rangées d'arbres, leur mobilier urbain, leurs belles façades en pierre, elles sont taillées au large par rapport au vieux Paris, mais finalement, avec l'explosion de la voiture hippomobile, puis de l'automobile, en fait, dès les années 20-30, il y a des historiens, des critiques, et puis le fameux Le Corbusier, qui disent « Attendez, c'est gentil, tout ça, mais c'est joli, mais c'est une petite ville bourgeoise, c'est pas du tout ça l'échelle de la modernité. » Donc le métro permet, en se déplaçant sous terre, d'alléger la surface, et c'est cet équilibre entre le métro et les travaux d'Haussmann qui fait que le système peut survivre. Et que, malgré les critiques très violentes de quelqu'un comme Le Corbusier, à qui Gabriel Voisin propose un terrain de jeu qui est une partie du centre de Paris et du Marais, vous y faisiez allusion la dernière fois, propose un quartier, une ville idéale de tours et de bars. Alors ça ressemble à des choses qu'on connaît bien, mais c'est seulement resté sous forme de maquette qui provoque un Hourvari fantastique en 1925. Le Corbusier étant très doué pour la provocation, avec une plume extraordinairement habile, et il arrive à mettre le fer dans la plaie et à dire « Regardez la honte de cette ville insalubre ». Alors là aussi, on en rajoute. C'est vrai que la ville s'est dégradée parce que c'est difficile aujourd'hui d'imaginer qu'il y a eu 3 300 000 habitants dans les années 1920 à Paris. On voit aujourd'hui comment, à peine 2 millions, on se gêne, et comment depuis que la démographie est remontée, c'est-à-dire depuis le début des années 2000, on est repassé à 2 millions 2, on est dans une ville qui en plus reçoit des millions de gens de l'extérieur par le tourisme, on voit comment on se gêne encore dans Paris. Alors on peut imaginer 3 300 000 habitants, je crois à peu près, c'est un chiffre comme ça. Ça devait être assez terrible. Donc la ville s'est dégradée, les îlots insalubres n'ont pas pu être traités avec l'arrivée de la Première Guerre mondiale. Les conséquences de la Première Guerre mondiale, économiques, sanitaires, tout ça, fait que la ville des années 30 est effectivement une ville assez malade. Et là, il va y avoir des batailles assez formidables dans l'urbanisme parisien, entre ceux qui disent « c'est fini ». Voilà, il faut raser, c'est fini, il faut passer à autre chose. Ça, c'est l'école emmenée par Le Corbusier, qui dit on a besoin de soleil, on a besoin d'air, toutes choses qui évidemment font écho à la misère, à toutes ces rues très sombres, à l'encombrement automobile, à la pollution des usines. Vous avez rappelé très justement que Paris est une grande ville industrielle pendant un temps assez court de son histoire, mais enfin, des années 1840 jusqu'aux années 1960-70, Paris est une ville où il y a beaucoup de cheminées, beaucoup de fumée, et c'est les fameux monuments tout noirs que Malraux voudra laver. Au fond, c'est une espèce de page qui se tourne symboliquement, parce que les usines commencent à partir les unes après les autres, et remplacés par des parcs. Vous avez cité Panhard, il y a évidemment Citroën qui devient un grand parc, et peut-être plus cruellement pour certains qui nous écoutent ou pour ceux qui sont autour de cette table, la Halle aux Vins qui devient une université ou un jardin à Bercy. Et donc, ce combat des années 30, il a été extraordinairement violent, et il oppose ceux qui veulent raser et passer à une dimension nouvelle, qui est celle de la ville du XXe siècle, de l'homme nouveau,
avec tous les limites qu'on peut mettre à ce genre de raisonnement, mais on sait que le Corbusier n'était pas très regardant sur les clients qu'il allait se solliciter pour faire de l'urbanisme. L'administration tétanisée dans son haussmannisme petit bourgeois et qui se dit « non mais laissez-nous finir, ça va aller bien ». Et puis les défenseurs du Vieux Paris qui ont pris de l'énergie depuis qu'ils ont empêché un certain nombre de démolitions et qui disent « non, c'est pas comme ça que ça se passe, ça doit se passer en dehors du centre, il faut moderniser à l'extérieur du vieux centre qu'on ne modernisera jamais ». Même raisonnement que tient à ce moment-là quelqu'un comme Laprade qui travaille pour l'IOT au Maroc et qui dit on va pas démolir les villes arabes, on va les compléter par une ville occidentale reliée par une grande avenue et puis on laissera les uns et les autres se développer. Donc voilà, là il y a une pensée urbaine qui se met en action et qui est évidemment arrêtée net par la Deuxième Guerre mondiale. Donc les grands projets des années 30, avec la crise du logement, les grands travaux qu'essaye de faire le gouvernement, ça fait que c'est une période très, très confuse dans l'histoire de Paris, assez passionnante parce que ça a livré des monuments majeurs. Je pense particulièrement plus que le Trocadéro peut-être au Palais d'Iéna, par exemple, de Perret. C'est un monument absolument sublime, peut-être aujourd'hui utilisé de manière pas tout à fait conforme, parce qu'il a été fait pour être un musée, en l'occurrence, le musée des travaux publics. Voilà, la France, qui a une des plus belles traditions de travaux publics, n'a pas de musée équivalent, depuis qu'il a fermé pour installer le Conseil économique et social en 1959. Et donc, ces années 30, c'est encore une période d'occasion manquée, y compris pour les premières réflexions sur le Grand Paris. C'est-à-dire sortir de cette logique d'enfermement dans l'enceinte des Maréchaux qu'on démolit en 1920 et qu'on décide de remplacer non pas par une ceinture verte qui a évidemment fait rêver beaucoup de gens, des poètes et des citoyens, mais par une autoroute urbaine qui est le boulevard périphérique, dont nous ne sortons qu'avec difficulté. Oui, et qui sera fini en 1973, qui sera inauguré par Georges Pompidou. Ceux qui n'ont pas vu Paris avant le boulevard périphérique n'ont pas tout à fait tout vu. Mais si je reviens à ces différentes transformations, donc la guerre de 40 empêche un certain nombre d'opérations comme la guerre de 14 et comme la guerre de 70, ou leurs résultats. L'après-guerre est marqué dans toute la France et à Paris par une crise du logement considérable qui fait qu'il n'est pas question de démolir, parce que déjà on ne peut pas se loger si en plus on démolit le peu de choses. Et il y aura nettement plus tard des entreprises de démolition et de construction qui seront plutôt menées, disons, sous Jacques Chirac. Mais avant, il y a une transformation qui est la transformation politique, la transformation juridique, le fait que la ville de Paris a un maire à partir d'une décision de Valéry Giscard d'Estaing et qu'au milieu des années 70, Paris a un maire. Est-ce que c'est pas aussi une occasion ratée de donner à cette ville une vraie autonomie, c'est-à-dire qu'en fait, la préfecture de la Seine change d'appellation, s'appelle mairie de Paris, et continue à fonctionner comme elle avait toujours fonctionné, sans que on repense son organisation en fonction des besoins de la ville. Alors, c'est vrai que c'est important dans les constantes de Paris qu'on a essayé de fixer, capitale de l'esprit, capitale du luxe, petite ville qui n'arrive pas à s'étendre, hyper-centralisation en permanence des pouvoirs qui sont à l'intérieur. Le plus drôle étant toutes ces administrations qui sont dans une rue du 5e arrondissement et qui vont voir la commission de déconcentration puis qui se retrouvent dans le 15e. Quand c'est pas du 15e au 4e arrondissement. Donc on voit les élites françaises très conservatrices dans les 5 premiers arrondissements qui n'arrivent pas à en sortir. Donc, et dans ces constantes, l'absence d'espace vert, la ville la moins verte, la grande capitale la moins verte. Et puis, la question politique. Ça a toujours été la capitale du roi, plus que celle de l'évêque, plus que celle de seigneurs secondaires. Et donc, le rapport du pouvoir à Paris est extraordinairement complexe et depuis le début, en réalité, très conflictuel parce que la ville est la plus peuplée du monde. Ça paraît là aussi incroyable aujourd'hui, sous Philippe Auguste, et elle le restera jusqu'à ce que Londres nous passe devant au XVIIIe siècle. Et donc, c'est une ville qui fait peur par la population qui est très importante et qui, quand elle descend dans la rue, peut vraiment mettre par terre un régime. Alors, ça amène la monarchie à réfléchir
à sortir de Paris. Alors on pense toujours à Louis XIV, mais d'abord Charles V avec Vincennes, qui n'est pas un château. Vincennes, c'est plus que ça. C'est une sorte de ville fortifiée avec des ministères, on dirait aujourd'hui, dans ces grandes tours, et puis le donjon au centre d'un des grands côtés, parce que Charles V se souvient du meurtre des maréchaux sous ses yeux à l'époque d'Étienne Marcel, etc. Donc il y a cette idée que peut-être on peut sortir de Paris, c'est pas idiot. Se mettre un peu à distance. Et Louis XIV assume ça jusqu'au bout. On sait le dégât que ça fera avec, évidemment, le retour du roi dans Paris. Et par ailleurs, la question du contrôle. On a parlé la dernière fois du lieutenant général de police. Le roi a besoin d'avoir Paris à l'œil. Le lieutenant général sera l'œil du roi. Et d'ailleurs, une des raison de la Révolution, c'est la nullité du lieutenant général sous Louis XVI qui ne voit plus, qui n'a plus la réalité de la société parisienne et qui ne peut pas faire au roi des rapports qui soient suffisamment dignes de l'alerter. Et c'est pourquoi Napoléon ne donne pas, évidemment, à Paris un statut, et la République ne le fera pas non plus à partir de 1870, mais lui garde un statut extraordinaire qui est d'avoir un préfet qui la gouverne, avec des élus qui sont complètement décoratifs au XIXe siècle dans les arrondissements, mais le Conseil de Paris en fait est tenu par le préfet qui a un rang d'une sorte de super ministre en fait. Bon. Et dont peut-être l'autorité survit vaguement dans la figure actuelle du préfet de police, même si le préfet de police est aussi une création de Napoléon Ier. Donc on a ces deux préfets qui tiennent la ville. Et l'idée de changer ce système, c'est une idée qui évidemment est très démocratique, correspond bien à l'enthousiasme du jeune et brillant président intelligent qu'était Giscard d'Estaing, et au fond était très attendue. Pourquoi être dans une ville où on ne peut pas, capitale politique, et élire son maire? Mais ça amène évidemment à des difficultés qui n'avaient sans doute pas été assez anticipées, mais qui se sont révélées immédiatement. D'abord, le candidat du président de la République pour lequel on fait l'opération est battu à plat de couture par le jeune Jacques Chirac, qui a très envie de se servir de la mairie de Paris comme machine de guerre pour aller à l'Élysée. D'abord chasser Giscard, ça marche en 81, brillamment orchestré, puis ensuite ça réussit en 95. Donc Paris, ça c'est la thèse de Jean Tullard, Paris devient un bastion politique qui sert à conquérir le pouvoir de la République. Alors, ça n'a pas vraiment été la réalité ni de Mitterrand, ni de Sarkozy ou de Hollande, ni de Tibéri, ni de l'actuel Jupiter, mais c'est vrai que ça crée une figure qui, à cause de l'histoire de Paris, à cause du rayonnement de Paris, donne à un homme politique qui peut être un personnage de très moyenne envergure. Si on s'en faire de politique à ce micro, Paris n'a pas fourni des personnages extraordinaires dans son histoire politique propre parce que les gens extraordinaires, ils traversent la rue, comme disait l'autre, pour aller chercher du travail, mais du côté de l'État, dans les ministères, dans les grands postes, etc. Et donc, c'est vrai que la création de ça amène quand même une rivalité assez naturelle parce que le personnage brille à cause de l'histoire de Paris. Et puis, il y a une deuxième couche, parce que ça, c'est donc 77, l'élection de Jacques Chirac. C'est qu'évidemment, pour être élu, il faut faire un certain nombre d'appels du pied à ses électeurs. Si on leur dit, on va vous assommer d'impôts, puis c'est moi qui vais gouverner, vous n'aurez rien à dire, non, on n'est pas tout à fait crédible. Et c'est qu'à partir des lois de décentralisation qui arrivent juste dans la foulée, de 1982, François Mitterrand de faire, les permis de construire, qui étaient dans la main des préfets, passent dans la main des maires. Et tout d'un coup, le maire de Paris est un personnage qui peut peser d'une manière qui n'avait jamais existé sur l'urbanisme, avec un jeu vraiment à plusieurs acteurs. Avant, il y a le préfet et le marché en face, et là maintenant, il y a le préfet, les électeurs, le maire et le marché. Et donc, ce qui avait été le gaullisme immobilier ou le pompidolisme immobilier, où il y a eu beaucoup d'affaires et beaucoup d'argent sous la ville, tout ça orchestré, devient là beaucoup plus diffus, beaucoup plus complexe. Et la ville connaît un certain nombre de transformations qui sont un peu malheureuses parce que, évidemment, on ne peut pas empêcher la transformation de la ville, on ne peut pas empêcher les travaux, la spéculation. Jacques Chirac n'est pas un très grand spécialiste ni de l'histoire de Paris ni de l'architecture. Il fait une déclaration au début de son règne pour dire pas de pastiche. Il fait annuler le projet de Ricard de Beaufil au Halles, qui était un projet assez colonne grecque comme Beaufil faisait dans le début de sa carrière. Et à part ça, le style Chirac, ça n'existe pas vraiment en fait à Paris. C'est vraiment un moment qui n'est pas sur ce plan-là très très convaincant. Peut-être il faut rendre hommage au fait que de grands parcs sont créés. Justement, on parlait tout à l'heure de Citroën, du parc de Bercy, et c'est vrai que
dans l'instant, si on réfléchit à l'histoire de Paris, Paris a moins besoin d'architecture aujourd'hui que d'espaces verts, parce que on revient à cette constante qui est inscrite dans l'histoire de Paris, accélérée par la destruction des grands couvents et leurs jardins sous la Révolution, puis par l'haussmannisation, c'est que c'est une ville très peu verte. Pour obtenir des chiffres qui ne sont pas trop ridicules en comparaison, vous savez qu'à Paris, on compte même les arbres d'alignement dans les espaces verts pour arriver à faire du nombre. Et donc, c'est une ville, il suffit de prendre de la hauteur, il suffit d'aller se promener à Berlin, à Rome, à Londres. On revient à Paris, on est stupéfait par la densité, par la minéralité de la ville. On parlait la dernière fois du 9e arrondissement, la Nouvelle-Athènes. Là, c'est un caractère très, très propre, parce que là, la main invisible, elle a fait ce qu'elle avait à faire, c'est-à-dire qu'elle a construit jusqu'à plus soif. Et le jardin en ville, le parc en ville, la nature en ville, ça ne peut pas être autre chose qu'une intervention publique. Parce que sinon, il y a toujours moyen de grignoter. C'est là, d'ailleurs, où on est très choqué quand les pouvoirs publics grignotent eux-mêmes les jardins pour faire des équipements. Je pense au scandale du merveilleux jardin des Serres d'Auteuil qui a été assommé pour agrandir Roland-Garros il y a une dizaine d'années, à peine. Donc ça c'est très choquant. Donc l'élection du maire de Paris, aujourd'hui, on a un recul d'une 50aine d'années. Ça a changé l'histoire de la ville, mais c'est peut-être pas un facteur aussi décisif que d'autres facteurs, comme le surtourisme et comme l'aplatissement du commerce remplacé par le commerce de chaînes, le commerce de grands groupes, le commerce qu'on voit aujourd'hui se développer. Je sais pas, là-dessus, j'ai moins de certitude aujourd'hui. Quand on parle de cette période où Paris a été doté d'un maire, c'est une période où l'idéologie est une idéologie très moderniste, qui est l'idéologie pompidolienne. C'est Pompidou qui fait revenir Boulez de Baden-Baden, c'est Pompidou qui accroche Soulages et Mathieu à l'Élysée, c'est Pompidou qui fait démolir les Halles. Le crime absolu. Ouais. Voilà, là c'est un moment, je crois, il y a deux points que nous pourrions encore évoquer, c'est celui de la démolition des pavillons de Baltaroine et de leurs conséquences, et celui de ce qui est aujourd'hui la transformation de cette ville qui passe d'une ville où toutes les activités commerçantes sont, en tout cas l'immense majorité d'entre eux, orientées vers une clientèle d'habitants, à une situation où les activités marchandes sont orientées vers une clientèle de touristes, c'est-à-dire de passagers. Donc commençons par la destruction des pavillons de Baltare. Là, je crois qu'il faut relire un merveilleux livre de Louis Chevalier, L'assassinat de Paris. Louis Chevalier était condisciple en Cagne de Pompidou, et il montre comment Pompidou devient une espèce de personnage qui, par volonté de passer pour l'incarnation de la modernité, quitte la raison, et c'est parce qu'il réunissait ses condisciples régulièrement pour des dîners à l'Élysée, et Chevalier raconte comment il voit s'éloigner de ce personnage si curieux au fond qu'est Pompidou, parce qu'on est encore trahi par les siens, c'est-à-dire quand même un normalien, amateur des lettres, auteur d'une grande anthologie de la poésie française, et qui se comporte avec Paris avec une brutalité insensée, parce que la démolition des Halles, c'est vraiment le crime absolu, dans la mesure où c'est une décision stupide sur le plan patrimonial, stupide sur le plan économique, stupide sur le plan technique. On va quand même jusqu'à dire qu'on ne peut pas les démonter, qu'il faut les abattre. On sait qu'il y en a un qui a été démonté, qui est toujours visible à Nogent-sur-Marne. C'est un gâchis patrimonial fantastique. On raye d'un trait de plume ce qui se passe au moment où Rungis s'en va en 69, et où les pavillons deviennent un gigantesque lieu de culture comme jamais l'État n'en a pu créer, parce que là, c'est la société civile qui s'ouvre, qui jaillit là, et avec du théâtre, avec de la musique, avec de la danse, avec des expositions. C'est un moment extraordinairement magique. Et ça a été brisé par des ingénieurs et des grues. Et ça, c'est vraiment, pour moi, un moment terrible de l'histoire de Paris. Mais c'est pas tout ça. Ça ne suffit pas à dénoncer ce qui s'est passé, parce que Pompidou a beaucoup d'idées, beaucoup trop d'idées. Et la voie express qui porte son nom, qu'il a inaugurée à l'époque du Général, doit avoir sa petite sœur, la voie express rive gauche. La voie express rive gauche qui doit passer au pied de Notre-Dame de Paris, là où la Seine se rétrécit, dans le petit bras. On rase évidemment pour faire Beaugrenelle, on rase pour faire la place d'Italie, etc. Donc il y a une folie de la modernité. Il y a d'ailleurs une interview terrible de Pompidou
Oui, il dit, écoutez, c'est fini tout ça, le petit café le matin avec la terrasse, on fume son clope, on écoute un peu de musique, on regarde les jeunes femmes qui passent dans la rue, tout ça c'est fini. Maintenant, la France est un pays moderne. Il y a une espèce de gaminerie insensée qui est incarnée par le principe même de cette architecture de la tour, qui serait, on ne sait pas très bien d'ailleurs pourquoi et comment, l'incarnation de la modernité. Plutôt qu'une barre ou plutôt qu'une maison, c'est la tour qui semble à tous ces décideurs le meilleur moyen de faire entrer la ville horizontale dans la modernité. Alors, il y a peu de villes qui ont résisté à ça. Ce sont, au fond, les petits-enfants, illégitimes ou pas, du plan voisin. Alors, Rome a résisté, Paris est tombé dans le piège des tours. Vous avez des gens aujourd'hui qui vous disent « Mais Paris était protégé, il n'y a pas de tour à Paris, sauf la tour Montparnasse. » C'est pas vrai. Il y a une centaine de tours à Paris. Le nombre est assez imposant. Et on en construit encore une qui va être assez spectaculaire. Et on donne l'impression qu'on ne sait pas les construire. En plus, il y a dans beaucoup de pays des tours qui sont magnifiques. Les absolument. tours parisiennes, il y en a peu qu'on citerait comme un exemple d'architecture réussie depuis la tour Zamanski jusqu'au tour de Beaugrenelle en passant par la tour Montparnasse. Parce que souvent, on a pensé ces tours comme des objets isolés et pas assez comme des objets de groupe. Ce qui est beau, c'est évidemment l'effet de groupe. Et donc, enfin, tout ça pour dire que Pompidou a des idées néfastes et qu'il va jusqu'à, notamment, autoriser la construction d'un gigantesque immeuble aux Halles, débarrassé, hélas, des pavillons, devant Saint-Eustache. Alors, il faut dire que de ce point de vue-là, l'arrivée de Valéry Giscard d'Estaing offre un très spectaculaire choc, salutaire à mon sens, pour Paris, puisque le fait du prince renversé, dans l'autre sens, amène Valéry Giscard d'Estaing, quasiment dans les premières heures de son règne, à arrêter un certain nombre de projets. Alors, à la Défense, la voie express rive gauche, qui a coûté peut-être sa carrière à un très brillant conseiller d'État qui s'est beaucoup battu, que j'ai eu la chance de connaître, qui était Jean-Louis Fougère, qui était vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Et il fait arrêter, avec dédommagement, l'immeuble des Halles, dont les fondations deviendront la piscine de Chemetov, c'est-à-dire un bâtiment qui avait son permis de construire et qui aurait fait un enveloppement entre la bourse de commerce actuelle et l'église Saint-Eustache. Un des paysages urbains qui a été créé par la démolition des pavillons, mais qui a des vertus, évidemment, de mise en scène urbaine de deux monuments assez spectaculaires. Et donc, pour Valéry Giscard d'Estaing, la tour est un objet égoïste qui ne peut pas s'imposer à la ville seulement par le caprice d'un promoteur. Donc là, il y a une pensée non libérale de Giscard. Et d'une certaine manière, il a fait beaucoup de bien à la ville, en mettant aussi en avant des questions qui traversent son septennat, qui sont des questions environnementales, la question de la nature, de l'écologie. Ça commence, ça frémit à ce moment-là. Donc là, le pompidolisme a été un peu corrigé par le giscardisme. Mais il y a un moment quand même très spectaculaire d'opposition entre ces deux personnages, qui sont tous les deux des très belles machines intellectuelles, dans la grande tradition de la droite libérale française, mais qui s'opposent complètement sur le traitement de la ville, avec un traitement brutal et moderniste d'un côté, pseudo-moderne, et puis de l'autre, au contraire, une plus grande sensibilité. Et maintenant, je veux dire, cette ville qui tourne autour de 2 millions d'habitants, dont l'attractivité touristique est considérable et dont maintenant l'expérience d'être une municipalité indépendante est largement ancienne, avalée, etc. Qu'est-ce qui sont aujourd'hui, pour vous, dans les transformations physiques ou d'activité, les points les plus importants de ce Paris d'aujourd'hui? Alors je dirais, là c'est compliqué parce qu'on est dans l'actualité, donc il ne faut pas qu'on glisse trop, et surtout qu'il y a une campagne municipale qui approche. Mais moi il me semble qu'il y a une première chose qui est impossible à dire pour un homme politique, c'est qu'il faut arrêter de construire dans Paris. La ville est pleine comme un œuf. Partout où il y a un trou, on se précipite pour faire des bâtiments. Si ceux qui prennent le train à la gare d'Austerlitz ont vu la muraille de bureaux qu'on vient d'édifier entre le jardin de la Salpêtrière et la gare, qui masque la vue sur ce monument assez attachant qu'est l'hôpital de la Salpêtrière, c'est tragique. On pouvait faire encore un jardin, non, on a fait encore un immeuble. Voilà. Et donc, la ville est saturée, et donc aujourd'hui, il faut rajouter des espaces verts. Pas des trois bouts d'arbres qu'on plante en enlevant 2 places de parking devant une façade, mais des vrais parcs urbains. Et ça, c'est un défi qui est extrêmement difficile, vu le prix du foncier à Paris. Ça paraît vraiment quelque chose aujourd'hui. Il faut sortir de cette ville minérale, donc arrêter de construire, arrêter de remplir les parcelles, arrêter de surélever les petites maisons quand elles existent encore. Pour bourrer cette ville, on étouffe. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a enlevé 50% de la voiture à Paris depuis un quart de siècle. C'est quand même une histoire insensée,
incroyable, et peut-être qu'il faudra le dire assez extraordinaire. Moi, quand j'ai commencé d'enseigner, je parlais de l'histoire de Paris, je disais aux étudiants, la voie express rive droite du monstrueux Georges Pompidou, vous avez compris ce que j'en pensais, je pensais pas que je la verrais de mon vivant devenir autre chose qu'une autoroute. Voilà. Bon, ça c'est fait, et puis d'autres choses se sont faites, et donc aujourd'hui, la voiture a reculé, et donc ça c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire que la circulation, donc la pollution, donc le bruit, change d'échelle, avec des bémols, c'est que les services publics ne suivent pas complètement encore assez bien, même s'il y a ce Grand Paris qui va nous aider beaucoup. Et puis le regret que j'ai, moi qui suis un vieux cycliste, c'est le chaos ordonné par des gens qui ne respectent aucune règle parce qu'ils sont sur un vélo et qu'ils sauvent la planète. Ça, c'est un peu dommage. Ça mériterait sans doute un peu plus d'esprit civique, peut-être. Voilà, donc ça, je crois qu'en matière de transport, on a passé quelque chose d'assez important là, dans ce quart de siècle qui vient de s'écouler. Mais pour moi, la question centrale, c'est la question de la nature dans la ville. Et je ne crois pas que planter des arbres sur des toits, faire des façades végétales qui coûtent des fortunes en eau, c'est vraiment la bonne solution. Gardons le bon vieux jardin avec des arbres plantés en terre. Mais pour ça, il faut une volonté politique absolument forte. Et comme il y a 9 milliards de dettes, ça sera compliqué pour le suivant ou la suivante. Peut-être aussi faut-il s'inspirer de cette observation très juste et peu connue, je trouve, d'Alexandre Vialat, qui a sur Paris écrit bien des choses qui méritent d'être méditées, mais l'une de ses pensées que je trouve les plus fortes et les plus chargées d'espérance, c'est quand il a écrit « Les environs de Paris sont les plus beaux environs du monde ». Alexandre Gady, merci. Merci. Et à bientôt au Musée du Grand Siècle.